Aujourd'hui, on reçoit Sonia Deram, qui est experte en investissement immobilier, pour voir comment passer de 0 à 1 million de patrimoine immobilier en France. On va voir comment démarrer dans l'immobilier, même quand on part de zéro, comment trouver des bonnes opérations, comment s'adresser à son banquier, quelle est la stratégie globale pour construire un patrimoine. Alors que vous soyez investisseur ou non, dans cet épisode, vous allez découvrir des clés pour construire un patrimoine au service de votre vie. Toi, t'aides les gens à constituer un patrimoine. Donc, c'est comment on passe de 0 à 1 million de patrimoine. Déjà, ma première question, c'est ça veut dire quoi avoir 1 million de patrimoine? Est-ce que ça veut dire 1 million en cash? Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir 1 million d'euros de patrimoine, ça veut dire avoir 1 million d'euros de biens immobiliers. Ok. Et que ce soit en brut ou en net, sachant qu'en tant qu'investisseur immobilier, on n'a absolument aucun intérêt de détenir des biens immobiliers sans crédit derrière. Parce qu'on se sert de l'effet de levier de la dette pour se constituer un capital qu'on n'aurait jamais eu autrement, que ce soit par un salaire, peu importe son montant d'ailleurs, ou peu importe l'activité. Donc, c'est-à-dire qu'avoir 1 million de patrimoine, ça peut vouloir dire avoir 1 million de valeur immobilière, mais avoir des crédits à rembourser, avoir des trucs. Et c'est heureusement qu'il y a des crédits à rembourser, c'est tout l'intérêt de l'investissement immobilier. Ouais, on va y revenir juste après sur l'intérêt du levier, etc. Ouais. Pourquoi ce fameux million de patrimoine? Pourquoi c'est un objectif qui peut être intéressant? Qu'est-ce que ça permet de faire d'avoir 1 million de patrimoine, en gros? Ouais, très bonne question. Parce que, alors, 1 million d'euros de patrimoine, pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup. Mais en fait, quand on est investisseur, c'est rien. 1 million d'euros, c'est rien. Et pourquoi je dis c'est rien? Parce qu'une fois qu'on sait investir, en fait, il suffit de reproduire ce qu'on sait déjà faire. Et 1 million, je dis c'est rien parce que ça représente 3 opérations à 350 000 euros. Ouais. Et c'est très facile à atteindre quand on est organisé, quand on fait bien les choses, quand on est sur des rails. C'est très, très simple. Et généralement, même, ça se fait avec la même banque. Ok. Et qu'est-ce que ça permet de faire d'avoir 1 million de patrimoine, en gros? Est-ce que c'est pour le mettre dans une story? Non, avoir 1 million d'euros de patrimoine, ça permet d'avoir une liberté qu'on n'a pas autrement. Moi, j'accompagne, typiquement les personnes qui ont une bonne situation professionnelle ou un bon salaire. Généralement, les deux vont avec. Et je les aide à se constituer un patrimoine immobilier pour leur permettre de changer de vie le jour où ils en auront envie. Parce que quand on a un salaire, peu importe son montant, mais on est vraiment prisonnier de son travail, prisonnier de son activité, quelle qu'elle soit. Parce que moi, j'ai des professions libérales par le passé. Ouais. Et oui, c'est vrai que quand j'étais avocate, alors c'est vrai, en plus avocate d'affaires, alors c'est vrai que quand on est une profession libérale, avocat d'affaires, on gagne plutôt bien sa vie, mais on est quand même prisonnier de son travail. Et l'intérêt de se constituer un minimum d'1 million d'euros de patrimoine, eh bien, l'intérêt, c'est de se constituer un capital, une espèce de réserve dans laquelle on peut aller piocher le jour où on a envie de changer. Et surtout que le 1 million de patrimoine, c'est qu'un premier palier. Et en gros, moi, j'ai une stratégie en 3 phases. La première phase, c'est de se constituer un patrimoine immobilier d'1 million d'euros, d'acheter des biens de qualité, dans lesquels il y a de la valeur qui dort, dans lesquels il y a du capital net qui dort. Donc, 1 million d'euros de patrimoine, avec la même banque en général. Ensuite, on arrive à aller à partir de 18 mois, parce que du coup, moi, ma promesse, c'est 18 mois. Au bout de 18 mois, ça y est, on a les 3 biens. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vend un bien. On vend un bien, et quand on a bien investi, avec ma stratégie, on achète encore une fois des biens de qualité, bien placés, et dans lesquels on a au minimum 50 à 100 000 euros de plus-value dans chaque bien. Il n'y a pas besoin d'en revendre 2, parce que à partir de 2 opérations, on peut être qualifié en marchand de biens. Mais là, juste, on en revend un. On sort, par exemple, 50 000 euros ou 100 000 euros. Et là, on entre en phase 2, qui est la phase de réinvestissement, rebelote. On continue les investissements, toujours dans le même secteur, c'est toujours plus facile. Et ensuite, une fois qu'on a terminé cette phase 2, pour faire 3 millions d'euros, ça peut durer 2-3 ans. Ouais, 3 ans. 2 à 3 ans, si on est bien concentré. Et ensuite, on arrive à la fin de cette phase 2, où on a déployé vraiment toutes ces ressources pour multiplier les investissements. Et ensuite, on entre dans la phase 3 dans laquelle moi je suis, par exemple, où là, c'est bon, on a suffisamment d'investissements qui tournent. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 millions de locatifs, ça ne sert à rien. Le locatif, c'est juste un moyen d'utiliser l'effet de levier de la dette. D'accord. Et ensuite, on entre en phase 3, où là, on a suffisamment d'investissements, suffisamment de capital qui dort un petit peu dans tous les biens. Et à ce stade, on peut commencer à déboucler des opérations pour aller faire d'autres types d'investissements, et pas que en immobilier d'ailleurs. Ça peut être partout, on peut se diversifier. Tu vois, par exemple, moi j'investis en Espagne, à Marbella, je fais de l'entrepreneuriat, ou vraiment en phase 3, on s'amuse, on fait ce qu'on veut avec tout le capital, tout l'immobilier qu'on a réussi à mettre en place. Donc si je résume, étape 1, toi t'aides les gens en gros à dire je vais acheter 3 logements, 350 000 chacun, ça va faire à peu près 1 million en empruntant auprès d'une unique banque. Ouais.
quand on a ces logements-là, l'idée c'est quoi? C'est que les gens ils puissent gagner les mettre en location et avec les loyers remplacer leur salaire du coup? Ou c'est pas ça l'idée du tout? Non, l'idée, c'est de générer du capital. Donc Après, c'est... Ok. l'objectif, c'est d'utiliser l'effet de levier de la dette pour se constituer un patrimoine immobilier dont on va se servir tout au long de sa vie pour réinvestir, déboucler, réinvestir. En fait, l'idée, c'est de faire grossir l'effet boule de neige. D'accord. Et moi, je fais pas partie de ceux qui comptent sur le cash flow, les revenus locatifs pour vivre, parce que c'est petit. Tu vois, par exemple, j'ai des immeubles avec 1000 euros de cash flow par mois. Je vis pas avec 1000 euros par mois. On vit pas avec 1000 euros par mois. Personne, pas grand monde ne vit avec 1000 euros par mois. Ouais. Après, il y en a, si on souhaite, oui, là, demain, si j'avais envie d'arrêter de travailler, et oui, je pourrais vivre de mon immobilier, mais c'est pas l'idée. Surtout quand on sait qu'on a les compétences pour faire beaucoup plus, il y a absolument aucune idée de se contenter de peu. Donc au bout de 18 mois, tu dis par exemple, je vais revendre un des logements et faire viser une plus-value. Donc tu parlais de 50 000 euros par exemple à peu près tout à l'heure. 50 000 à 100 000 si on a bien investi, ouais. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que tu revends le crédit aussi? Enfin, tu revends... Oui, tu rembourses le prêt, puis ensuite tu retournes voir la banque. Moi, j'ai commencé, en fait, je me suis retrouvée à faire ça par défaut parce que je crois qu'on était en 2018 ou 2019, ou peut-être 2020, enfin dans ces eaux-là. J'avais déjà 3 biens à 1 million d'euros. En réalité, alors en crédit, j'avais beaucoup moins parce que comme j'avais bien investi, puis j'étais aussi à une phase de l'histoire de l'immobilier où les prix avaient beaucoup monté. Donc je crois qu'en crédit, je devais être peut-être, je sais plus, peut-être à 700 000, 400, 4, 6, oui, 750, peut-être maximum 800. Et j'avais, la valeur de mes biens était à 1 million 100. Donc tu devais rembourser 800. Et alors je voulais acheter un nouveau bien et c'est là que la banque m'a dit non, là je peux plus vous suivre, donc il faudrait que vous vendiez un bien et là je pourrais vous suivre. Et c'est ce que j'ai fait. Sur le coup ça m'a fait mal parce que quand on débute dans l'investissement immobilier, on se rend pas compte on se rend pas compte de la puissance de la revente. On a peur de revendre parce qu'on s'est cassé la tête, on a mis du temps à trouver notre bien, etc. Et en fait non, c'est dans la revente que se trouve le véritable levier pour grandir. Donc là la revente, j'essaie de comprendre bien. T'as ton bien qui vaut 1 million ou 1 million 100. T'as, on va dire, 3 biens qui valent, oui, on va dire 1 million 100. En cumulé, les 3. Ouais. Donc là, toi, t'en as revendu un. Ouais. Ou t'avais déjà remboursé. En réalité, j'en ai vendu 2. En réalité, j'ai arbitré mon parc. Parce que je parlais de la requalification en marchand de biens, mais il y a 2 choses. C'est le marchand de biens, c'est le fait d'acheter dans l'intention de revendre, et régulièrement, sachant que la notion de régularité commence à partir de 2 opérations. D'accord. Après, c'est tout autre chose que d'arbitrer son parc. Quand tu as un parc immobilier, c'est comme n'importe quel type d'actif. Tu as un portefeuille d'actifs, tu regardes et tu arbitres, bien sûr, et tu cèdes les actifs que tu ne veux plus pour continuer à te développer. Okay. Et j'en avais vendu 2, j'avais sorti une opération à 50 000, une à 180 000. De bénéfices, ça veut dire? Oui, de marge nette. Okay. Et avec ça, j'ai réinvesti pour plus de 2 millions, je crois, 2,5, quelque chose comme ça. Donc tu revends le crédit que tu n'as pas encore remboursé. Oui, tu rembourses le prêt et après tu recommences. Avec la même banque, il n'y a pas de raison de changer de banque. On change de banque après. Ok. Ouais, en phase 2. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, la banque, elle ne suit plus. En fait, en général, les banques suivent un investisseur jusqu'à 1 million. Et pourquoi une autre banque suivrait du coup? C'est quoi Parce qu'elle a moins de risques, parce que chez elle, t'as pas 1 million. Par contre, t'as un bon profil, t'as un bon travail, t'as un bon salaire, t'es stable. En plus, t'es intelligent financièrement, t'as investi en immobilier. L'apport en général, c'est pas l'apport qui fait le tout. Non, les banques vont préférer un profil stable qui a une situation professionnelle stable et qui épargne régulièrement, même si le montant de l'épargne est petit, juste quelqu'un qui a un profil stable et régulier. D'accord, ok. Ouais. Donc ça, c'est... On pourra parler peut-être des astuces pour aller parler aux banques. Je suis sûr qu'il y en a plein, oui, il y en a. J'imagine. Ouais. Ok, donc tu achètes, tu revends et tu passes des phases comme ça. C'est par palier. Tu vois, c'est comme en entreprise, tu commences stagiaire, puis après tu gagnes en promotion. En investissement immobilier, c'est pareil. Tu commences tout petit, puis ensuite tu grandis. Ok. Cette notion de développement du patrimoine, comment tu expliquerais l'intérêt d'avoir cette logique-là versus la logique traditionnelle qu'on entend partout, cash flow, donc ça veut dire je vais acheter un bien et je vais payer les loyers, je vais recevoir des loyers et là c'est palpable, quoi. Tu vois, 1 000 euros tous les mois, j'arrive à me le représenter. Qu'est-ce qui fait que toi t'es parti sur cette logique plutôt de patrimoine Ouais, c'est quoi Pour 2 choses. Déjà, moi aussi j'ai du cash flow, alors que tu vois, je fais de l'immobilier de luxe, parce qu'en fait pour avoir du cash flow, il faut travailler. Il faut travailler un moment ou un autre. C'est pas gratuit, c'est pas magique. Et ce travail, tu le fais de 2 manières différentes.
Soit au début, tu veux acheter, tu veux pas te casser la tête et tu veux avoir du cash flow. Par exemple, tu achètes un immeuble de rapport dans un secteur où les prix sont moins chers, mais où tu as des loyers normaux. C'est là que tu as du cash flow. Ok. Tu fais rien, tu achètes un immeuble de rapport, même entièrement loué. Je connais des investisseurs qui ont cette stratégie-là. Ils veulent pas trop travailler. Ils achètent des biens en général déjà loués. Ils mettent, ou bien pas déjà loués, et ils mettent des locataires. Et là, ils ont un cash flow, par exemple, 1 000 € par mois. Par exemple, moi, j'ai 2 immeubles comme ça. Ok. Mais le travail, il se fait après. Il se fait pendant toute la détention du bien. Pourquoi ? Parce que comme on est dans des secteurs qui sont moins dynamiques économiquement, tu as moins de personnes qui sont solvables, tu as plus de personnes qui ont des difficultés sociales, et donc le travail, ça va être de gérer au quotidien des difficultés type impayés ou bien des nuisances de voisinage, des personnes qui ont plus de difficultés économiques et donc sociales. Donc le travail va être là. Donc tu vois, tu travailles pas au début, mais tu travailles après parce que c'est une énorme charge mentale. C'est énorme. Je connais même des investisseurs qui ont fini en burn-out, qui ont tout lâché, qui ont arrêté de payer leur crédit parce que c'était trop dur à gérer. La gestion des locataires, la gestion des problèmes. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Tu vois, en anecdote, j'ai quoi comme histoire autour de moi ? J'ai quelqu'un qui avait... les dégradations d'appartements classiques, le locataire qui entre... et ensuite qui se plaint, qui prétend que le logement est pas habitable et qui va faire des démarches, qui va pas payer son loyer, etc. Quoi d'autre ? Par exemple, l'alcoolisme, des gens qui font des problèmes. Voilà. Attention, je ne généralise pas. Mais en général, dans les secteurs, quand on achète... Parce que pour avoir ce genre de cash flow, il faut acheter dans des secteurs à moins de 2 000 € du mètre. D'accord. Donc, des secteurs où l'immobilier est bas. Pourquoi l'immobilier est bas dans ces secteurs ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Parce que les prix immobiliers sont tirés par l'emploi. D'accord. Tu as une autre catégorie d'investissement pour générer du cash flow, c'est ceux qui te demandent du travail au début. Et ensuite, tu as moins de travail. Typiquement, ça va être, par exemple, moi, ce que je fais, j'achète dans des secteurs prime, des secteurs premium. Je fais le travail au début, je fais les travaux, j'agrandis. Par exemple, j'achète un T2 avec une cuisine séparée, je transforme la cuisine en chambre, donc je transforme un T2 en T3. Un studio, je le transforme en T2. Ça va être quoi ? Même, alors moi, je suis dans les secteurs luxe, mais il y a pas forcément besoin, par exemple, même en région parisienne. C'est quoi que tu appelles secteur luxe ? Luxe, c'est tous les secteurs premium, très chers. Donc des zones... Ok. Moi, en l'occurrence, je suis dans le secteur des Champs-Élysées. Beaucoup. D'accord. Historiquement, j'étais aussi sur les secteurs en gentrification. Ok. Mais bref, donc là, ce travail-là, tu le fais au début. Ok. Même ça peut être ailleurs, où tu fais un travail, par exemple, tu transformes un garage en habitation. Vraiment, tu fais des travaux au début. Et tout ce travail, il est au début. Et ensuite, pendant la phase de location, c'est beaucoup moins prenant. Beaucoup moins. Il y a même, moi, j'ai des appartements, je les ai complètement oubliés. Du coup, pour faire ça, ça nécessite d'avoir quelle expertise pour gérer suivre les travaux, etc. Faut connaître un peu, j'imagine, pour pas se faire balader non plus. Non, je pense qu'il faut juste être passionné. Il faut être passionné. Et après, oui, c'est vrai qu'il faut quand même s'intéresser, ouais. Ok. Ouais. Après, bon, moi, je suis pas une experte en plomberie, etc. Mais on va dire que je sais maintenant, oui, bien sûr, j'ai des notions, ouais. Et il faut être créatif surtout. Ah oui, c'est surtout la qualité principale. Il faut être créatif, il faut être visionnaire. Parce que le but dans cette stratégie, c'est de créer de la valeur là où les gens ne la voient pas. Okay. Donc, moi, j'achète des taudis immondes dont personne ne veut et je les transforme en logements luxueux que tout le monde désire. Comment tu t'es senti avant de faire la première acquisition d'un taudis ? Moi, j'adore. Okay. Le premier, en fait, comment j'en suis arrivée à cette stratégie ? En fait, c'est quand j'ai fait mon premier achat pour ma résidence principale. C'était il y a très longtemps. Et je visitais beaucoup d'appartements à Paris. Et j'avais fini par comprendre que si je voulais avoir quelque chose dans mes moyens, pourtant j'étais avocat d'affaires, mais je te dis, avec un salaire de cadre à Paris, tu peux pas vraiment acheter quelque chose. Je pouvais acheter un 30 mètres carrés. Et j'avais compris, à force de faire toutes mes visites, que pour que j'arrive à avoir quelque chose de correct, il fallait que j'achète quelque chose avec travaux. Et donc j'ai fini par acheter un appartement qui était une ancienne loi 48. Je sais pas si tu connais la loi 48. Non, t'es peut-être trop jeune pour comprendre. En fait, la loi 48, c'est une loi du coup à l'après-guerre, 1948, qui a été votée pour permettre aux Français de se loger quasi gratuitement. Tu t'es pas né non plus, hein. Non, mais j'ai acheté une loi 48. C'était en 2012. Et ces loyers étaient vraiment dérisoires. C'était peut-être 40 € par trimestre. Enfin, c'était vraiment ridicule. Et ça, c'était mon premier achat. Il n'y avait même pas de douche.
Parce Ok. que dans les immeubles anciens, il n'y avait pas de sanitaire. Donc, il n'y avait même pas de douche. Et comment je me suis sentie? Non, j'étais confiante. Bah, après, ça s'est mal passé, mais Avant, qu'est-ce qui s'est passé? bah, j'avais pris une entreprise de travaux, pourtant qu'on m'avait recommandé, qu'une copine m'avait recommandé, qui était un archi, qui travaillait pour un archi. Ok. Donc, je me disais, c'est bon, c'est safe. Ouais. Et en Easy. fait, non, il m'a mené en bateau. Il m'a fait des chantages aux acomptes. Ah À un ouais. moment, il a arrêté de travailler. J'ai mis 3 mois avant de me rendre compte. Donc, si tu passes pas sur le chantier, ouais. tu crois que ça avance, en fait, non? Et en fait, non, c'est ça, ouais. Et c'était mon premier chantier, du coup, ouais. Et ça a pris 9 mois. Ah ouais. Alors que maintenant, un appartement, même pas un immeuble, j'ai un immeuble que j'ai acheté, que j'ai tout rénové, je l'ai rénové en 2 mois, 200 mètres Ah carrés, ouais. je l'ai rénové en 2 mois. Ah ouais, 2 mois. Ah, maintenant, je suis efficace, bien sûr. Ouais. T'as tes process. J'ai les process, j'ai les bonnes équipes. Les bonnes équipes, je sais ce que je veux, tac, les plans, ouais, tout est je passe régulièrement sur le chantier. Ok. Comment tu décèles le potentiel d'un bien? Il y a des critères externes et internes. Critères externes, emplacement. Ok. Il faut que dans la rue, dans le quartier, on se sente bien. Hmm. Peu importe le type de secteur, mais il faut qu'on se sente bien, qu'on se sente en sécurité. Donc déjà, emplacement. Proche des transports Ok. aussi. Pour moi, c'est un critère important pour moi, proche des transports. Ça, c'est vraiment les critères externes. Ensuite, les critères internes, c'est tout ce qui concerne le bien en lui-même. Il faut que les parties communes soient bonnes, l'immeuble soit bien entretenu, des bonnes parties communes. Et dans l'appartement, lumineux, une bonne distribution des pièces. Et si c'est pas le cas, il faut que les cloisons elles puissent être abattues. Il ne faut pas qu'on ait un mur porteur qui empêche de redistribuer les pièces. Et pas de nuisance à l'extérieur. Moi, personnellement, c'est un critère. Mais je parle de l'immobilier haut de gamme. Ok. Dans l'immobilier haut Dans ton de secteur à gamme. toi. Ouais. Et parce que j'ai 2 secteurs, enfin historiquement, j'avais 2 secteurs. Un, les secteurs en gentrification. Secteur en gentrification, qu'est-ce que c'est? C'est un secteur qui commence à monter, qui commence à, en fait, concrètement, à se L'étoile boboiser. L'étoile montante, exactement. Et le but, c'est d'arriver au début de ce Ok. processus. T'achètes moins cher, Hmm. tu portes ton investissement en quelques années, et tu le revends, du coup, à un prix plus élevé. Par exemple, c'est comme ça que j'ai fait des x2. Ok. Voilà, c'était pas volontaire, j'ai juste eu la chance de tomber à un moment de l'histoire où C'est- les prix ont doublé dans mes secteurs. Et cette stratégie-là, dans les secteurs de gentrification, ça fonctionne que quand on a des acheteurs, quand le marché est un minimum haussier. Ça existe encore, ça, en 2026? Justement, j'ai moins maintenant, parce que quand le marché stagne ou qu'il est baissier, quoique maintenant ça commence à se restabiliser, ça ne marche plus. Donc j'ai arrêté cette stratégie en 2021, 22 21, 22. Et ensuite, j'ai fait quasiment que du luxe. Ok. Parce que j'avais senti, en fait, j'avais anticipé que le marché allait baisser. Et j'ai revendu, du coup, j'avais beaucoup d'appartements dans le 18e. J'ai vendu une bonne partie, toujours dans le cadre d'un arbitrage de mon patrimoine. Et j'ai fini par acheter, du coup, dans le secteur des Champs-Élysées. Ok. Et maintenant que j'ai fini le secteur des Champs-Élysées, T'as fini la map du maintenant j'ai fini Monopoly. la map. J'ai fini Monopoly à Paris et maintenant je pars à l'étranger. Ok. Tu vois, phase 3, on diversifie les investissements, on fait autre chose, on fait des projets plus gros et différents. Ok. Alors, on reviendra à la phase 3 juste après. Là, tu nous as donné tes critères pour, ok, ça c'est un bien où je veux y aller. Une fois que tes critères sont cochés, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la stratégie pour aller voir la banque? C'est quoi les petites astuces Alors, pour rendre ça réel? Ouais, pour rendre ça réel. Alors, ça dépend où tu en es dans ton parcours d'investisseur. Au début, dans les 3 premiers investissements, pour les 3 premiers investissements, moi, je conseille d'aller voir la banque dans une démarche vraiment patrimoniale. Ok. De se présenter comme actif, qui pense à la retraite, qui pense à l'avenir et qui souhaite développer son patrimoine immobilier pour l'avenir. D'accord. Et les banques sont toujours très ouvertes pour ce type de profil. Toujours. Ok. Je t'ai dit jusqu'à 3. Un investissement, il n'y a aucun problème. 2, il n'y a pas de problème non plus. 3, ça peut commencer à grincer chez certaines banques, mais en général, ça passe. Ça dépend, j'imagine, à quel point tu es endetté par rapport à tes revenus ou un truc comme Oui, ça. voilà. Oui, mais de toute En façon, gros. tu achètes toujours en fonction de tes revenus. D'accord. C'est toujours ok. adapté. C'est Ok. toujours adapté à tes revenus. À partir du 4e, là, on passe à un profil d'investisseur. Et moi, ce que je recommande à ce moment-là, c'est de plus se présenter comme un particulier qui développe son patrimoine, parce qu'en réalité, tu commences à devenir pro. Ouais. Donc là, c'est d'aller voir la banque en tant qu'investisseur, avec la posture d'un investisseur, et de présenter son dossier sous la forme véritablement d'un investissement immobilier D'accord. réalisé par un investisseur. D'accord. Il Donc, faut là- trouver les bons interlocuteurs. donc c'est qui? C'est les bonnes banques ou Les bonnes banques, les bons conseillers. Les bons conseillers. Parce que les gens se focalisent beaucoup sur les 35% d'endettement, mais en réalité, quand on va sur le terrain, on se rend compte que oui,
l'endettement des particuliers est limité à 35%, mais non seulement les banques ont la possibilité de déroger à cette règle pour 20% des dossiers. Ok. Moi, personnellement, j'en ai bénéficié plusieurs fois. Donc, Mais en ça, plus... juste pour expliquer, les 35% d'endettement, c'est en gros, je dis n'importe quoi, tu gagnes 50 000 par an, tu peux pas rembourser plus que 35% de 50 000 de crédit par an, soit, je sais pas, 15 000, quoi. Ouais, on va prendre par exemple mensuel pour quelqu'un qui gagne par exemple 3 000 euros par mois. Ouais. Il peut pas avoir une mensualité supérieure à 1 1 000 000 euros. 1 000 euros. Ouais, Voilà. ok. Et 1 000 euros, ça représente, sachant que 500 euros, ça représente 100 000 euros de prêt. Donc 1 000 euros, ça fait à peu près 200 000 euros. D'accord, ok. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que ensuite, une fois qu'on est investisseur, mais vraiment professionnel, on n'entre plus véritablement dans ces cases parce qu'on est professionnel. Donc à partir du moment où on investit en société, les règles ne sont plus applicables. D'accord, donc là, au début, on investissait peut-être en perso, donc à titre de sa propre personne morale. Et là, Personne physique. personne Ouais. physique, pardon, je ne connais rien. Et après, on crée une SCI ou un truc comme ça? Ouais, SCI ou société commerciale, oui. Mais sachant que, attention, on peut continuer en particulier pendant très longtemps. D'accord. Je veux dire, il y a quand même une marge de 20% de dérogation possible et D'accord. qui est actuellement sous-utilisée par les banques. C'est-à-dire, elles n'utilisent pas ce Les banques quota. n'utilisent pas, elles ont toujours de la marge. Ok. Elles ont, ouais. Surtout en ce moment où les gens investissent moins. Et comment les convaincre, du coup? Bah, tu viens comme un professionnel qui vient, il faut bien présenter, bien parler, avoir tous ces chiffres en tête. C'est bien d'avoir une petite fiche avec tous ces chiffres. Il faut vraiment avoir tout en tête, tous les chiffres en tête et être sûr de soi, confiant. Bah, c'est du commercial, hein. Ouais, On c'est est de la dans du vente. business. Hein. Ouais, c'est de la vente. Ok. C'est de la vente. Ouais. Donc là, tu fais ton dossier, t'empruntes, t'achètes. Comment ça se passe quand tu veux vendre? Alors, moi, personnellement, ce que je fais, j'ai un tableau de bord de tous mes biens. Ouais, ok. Comme un dirigeant qui suit tous ses actifs, j'ai un tableau de bord et dans lequel j'ai toutes les datas de mes biens immobiliers. Là, actuellement, en ce moment, je crois que j'en ai une quinzaine. Je dis en ce moment parce que ça fluctue Oui, des fois. maintenant. Ouais. Et donc, j'ai un tableau de bord où j'ai toutes mes données, la valeur du bien. Donc, il faut surveiller son bien tous les ans. Moi, je fais le point. Dès que mon comptable fait mon bilan, je mets à jour mon tableau. J'y indique mon crédit restant dû, la valeur nette de mon immeuble, également la valeur nette comptable. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la fiscalité, mais dans certains types, dans certains modes de détention, la plus-value est calculée non pas sur le prix d'achat, mais sur la valeur nette comptable. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des petits calculs à faire. Oui, il y a des petits calculs à faire, voilà. Et ce qui fait que j'ai toujours un coup d'avance. Je sais d'avance, et surtout, je surveille le marché et j'anticipe. Et je sais d'avance quel bien je vais vendre et quand. Tu vois, typiquement, par exemple, en 2020, au moment du Covid, j'ai anticipé. Je me suis dit, ah oui, là, j'ai compris, j'avais beaucoup de biens. Je crois que j'en avais 4 ou 5 dans le 18e arrondissement à Paris. C'est concentré, enfin, voilà. Et donc, j'ai anticipé une éventuelle baisse. Et donc, j'ai regardé mon parc et j'ai arbitré. J'en ai revendu 2. Et j'ai réinvesti ailleurs. Ok. D'accord. Avant la baisse des prix. Ok, donc t'anticipes, t'as toujours le... Ouais. Tu suis la météo de ton portefeuille, quoi. C'est ça, et exactement. Parce que le but, c'est de le faire grossir. Et aussi un élément important, je te disais tout à l'heure qu'il n'y a absolument aucun intérêt d'avoir du patrimoine immobilier net. Aucun. Mais vraiment, aucun. Si vous avez 500 000 euros, ce sera mieux de les placer en bourse dans d'autres types de supports passifs plutôt que de les mettre dans un bien immobilier dans lequel il va y avoir des réparations, de la vacance locative, de la gestion, tout ça. Donc, ce que tu dis là, c'est que si tu n'empruntes pas pour faire de l'IMO, c'est autant pas faire d'IMO, quoi. Ouais. Il y a autant aucun faire intérêt. autre chose. Autant faire autre chose, exactement. L'intérêt, tu vois, par exemple, 500 000 euros, soit tu les mets dans un support plus ou moins passif, voilà, bourse, etc. Soit si tu veux faire de l'immobilier, il n'y a absolument aucun intérêt d'acheter un bien immobilier à 500 000. Par contre, ce qu'on fait en tant qu'investisseur avec ces 500 000, c'est qu'on achète 5 millions d'IMO. Ouais, ok. Parce que les banques demandent 10% d'apport. Donc avec 500 000, si tu fais l'immobilier, il faut faire 5 millions. Ok. Pas 500 000. Oui. En fait, tu fais travailler 5 millions. Donc, du coup, faut juste être capable de s'endetter sur ce montant-là. Oui, mais tu vois, avec le temps, comme tu construis ton patrimoine de manière intelligente et dynamique, on n'est pas sur tu vois... T'arrives pas de zéro et tu fais ça, quoi. Ouais. Et puis, c'est pas tu achètes un bien immobilier, tu t'attends 20 ans et c'est à 60 ans que tu commences à profiter de ta vie. Pas du tout. C'est pour ça que, moi, dans ma stratégie, on achète des biens de qualité dans lesquels on a déjà une plus-value entre 50 et 100 000 à la sortie de l'investissement, enfin, dès qu'on a terminé les travaux. Parce qu'en fait, avec cet argent qui dort, tout au long de sa vie, on va déboucler les opérations régulièrement. Tu vois, par exemple, je vends... Bon, maintenant, je suis marchande bien, mais historiquement, je vendais, on va dire, tous les 2 ans. Ok. Je sortais 100 000 euros, 100 à 180 000 euros tous les 2 ans Ok. pour aller chercher d'autres investissements.
D'accord. Et dans ces 100 000, 180 000, c'est après ce que tu avais payé en travaux ou c'est avant? Oui, c'est marge nette Marge- plus le crédit que tu as remboursé. Enfin, tu vois, tu récupères du cash entre la plus-value Ok. et le crédit que tu as remboursé. Et je rajoute aussi une chose, c'est que il n'y a pas forcément besoin de revendre pour profiter de cet argent, de cette marge nette, parce qu'on a ce qu'on appelle les crédits lombards. En fait, tu as des banques qui te prêtent sur la base de la valeur nette de tes biens immobiliers. Ok. Donc, tu n'es pas obligé de Donc vendre. en fait, c'est le bien, je pourrais le vendre et prendre, admettons, 150 000 de plus-value. Ouais. Je vais voir une banque, je leur dis, regardez, j'ai tel bien que je pourrais vendre, c'est ma garantie, prêtez-moi 150 000, quoi. Exactement. Et je voudrais rajouter autre chose aussi sur cette notion de patrimoine, c'est qu'il y a la fiscalité. C'est ça qu'il y a la fiscalité. Mais il n'y a absolument aucun intérêt de garder un bien immobilier trop longtemps. Aucun. Moi, je conseille de revendre déjà dans les 10 ans, c'est sûr, à 1000%. Ok. Et idéalement, tous les 7 ans. Et d'ailleurs, 7 ans, ça correspond à la durée moyenne de détention d'un bien immobilier en France. Ok. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, la raison fiscale. Quand on achète un bien immobilier, il est, selon les modes de détention, en tout cas en tant qu'investisseur, on achète en LMNP, LMP ou en SCI, à l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, je t'embête, mais il y a c'est beaucoup de pour que choses. les gens J'ai comprennent. écrit un livre d'ailleurs, si Ok. vous voulez, si tu veux Eh tout ben, on apprendre mettra sur les petits l'investissement liens immobilier. dans la description. Exactement, tout est expliqué en détail. Ok. En gros, quand tu achètes un bien immobilier, soit tu l'achètes en nom propre, soit tu l'achètes au travers d'une société. Ouais. Ok. Si tu l'achètes en nom propre Ouais. et que tu le mets en location comme ça, vide, sans meuble, c'est considéré comme du patrimonial par l'État. Je simplifie. Ouais, C'est ok. considéré comme du patrimoine, comme un revenu classique par l'État, et donc tu Ouais. le déclares comme un salaire sur ta fiche, sur ta déclaration de revenus. D'accord. Sauf que c'est pas intéressant parce que tu vois le concept de tranche marginale d'imposition, Oui. les Ouais, TMI. ouais. Bah, si tu es un cadre qui déclare 50 000 et que tu rajoutes en plus 11 000 de revenus fonciers, Tu montes de tranche. tu montes, et impôt tu sur arrives le à revenu. 41, aucun intérêt. Même s'il y a un abattement, etc. Bon, je vais faire simple. On passe les On détails. passe les détails. T'inquiète pas, c'est pas tes confrères et tes consoeurs qui Ouais, c'est regardent, c'est des gens qui comprennent comme moi. Ouais, ça. D'ailleurs, j'ai quelque chose à dire aux entrepreneurs. Ok. Parce on n'investit pas de la même manière quand on est entrepreneur que quand on est Ah, bah ça m'intéresse aussi après. salarié ou même profession libérale. Bref, et donc sinon, la deuxième possibilité, c'est d'acheter un bien immobilier en nom propre, mais que tu loues en meublé. Ouais. Et là, fiscalement, c'est considéré comme du commercial. Donc, en gros, je simplifie, on t'applique en gros une fiscalité qui est similaire à celle des sociétés. Et, Du coup, c'est mieux ou c'est mieux, elle est là la niche fiscale. Alors, le LMNP, loueur meublé non professionnel, c'était une énorme niche fiscale. Pourquoi? Parce qu'on payait pas d'impôts pendant toute la période d'exploitation, de location, et on n'en payait pas vraiment. Enfin, en tout cas, on récupérait pas tout ce qu'on a gagné à la revente. Je fais vraiment très très simple. Je ne vais pas vous embrouiller. Bref, ça reste quand même intéressant. Malgré la réintégration des amortissements, il y a énormément de choses à dire, c'est pas grave. Ensuite, sinon, on achète au travers d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Et là, quand on revend, c'est les plus-values professionnelles. Et c'est pas vraiment intéressant non plus parce que plus tu attends, en gros, que ce soit en LMNP, LMP ou société à l'IS, plus tu attends, plus tu vas payer de la fiscalité sur ta plus-value. Parce que l'assiette de la plus-value, elle n'est pas calculée sur ton coût d'acquisition, mais elle est calculée sur ton coût d'acquisition moins tous les amortissements dont tu as bénéficié pendant des années. Je parle un peu chinois, lisez mon livre, vous comprendrez tout. J'essaierai de résumer pour voir si j'ai compris. Ouais. Donc la fiscalité, en gros, voilà, donc fiscalement, c'est pas intéressant d'attendre trop longtemps quand tu détiens un bien en LMNP, LMP ou société commerciale, parce que plus tu attends, plus ta fiscalité à la revente va être importante. Et en plus, il y a les déficits qui sont liés aux travaux, etc., les intérêts d'emprunt. Tu en as de moins en moins avec le temps. Si tu fais, par exemple, 50 000 euros de travaux au début, c'est au début, tu amortis, puis au bout de 7 ans, 8 ans, en général, tu n'as plus grand-chose à amortir et tu n'as plus beaucoup de déficits. Et donc, ta part imposable grandit. Et donc, ta fiscalité grandit. Donc, en gros, aucun intérêt fiscalement de conserver un bien trop longtemps au-delà de 7 ans. Et en plus, ton bien, il s'abîme avec le temps. Ouais. Ton bien prend un coup de vieux à partir de 7 ans, 8 ans. Ok. Et après, c'est des frais. Tu dois remplacer l'électroménager, la chaudière, tout ça. Donc, voilà, il faut revendre dans les 7 à 8 ans. Okay. D'où l'intérêt d'acheter des biens de qualité que tu peux revendre plus cher. Tu vois, par exemple, tu as les immeubles de rapport. Je te dis, moi, j'en ai. Aucun intérêt. L'immeuble de rapport, il reste à la même valeur. Il n'y a aucun intérêt. Pourquoi t'en as, du coup? J'avais acheté pour diversifier. Ok. J'ai bien fait, hein, c'est bien, j'ai diversifié, mais je ne le referai pas.
D'accord, ok. Donc l'idée, c'est on achète, on emprunte déjà, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de faire de l'IMO. Ouais. Et le but, c'est de s'en séparer sous 7 ans, quoi. Ouais, c'est à maximum 10 ans. Sinon, il y a des avantages fiscaux. Alors, j'ai pas tout compris, mais en gros, c'est pas bien. Et le truc s'abîme. Et j'imagine qu'en le revendant, du coup, tu peux avoir accès à un nouveau levier sur plus gros sur le Exactement. prochain. Avec la plus-value que tu sors, tu vois, imaginons que tu sors 200 000, hop, ça te fait 2 millions d'IMO potentiel. Plutôt que de rester 20 ans avec ton Avec 200 appart 000. qui a une valeur nette. Je dis, la valeur nette en immobilier, elle a aucun intérêt. Donc, la valeur nette du bien, en Ouais, fin de hors compte, crédit, aucun intérêt. En plus, après, tu as l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ouais. à partir de 1,3 million. Non, aucun intérêt. Il faut Ok. faire tourner le parc. Ok. Et donc, toi, tu fais tourner le parc, tu vends des choses. Est-ce que tu diversifies sur d'autres leviers d'investissement? Est-ce que tu es full immobilier? Comment ça se passe? Je me suis diversifiée en bourse. J'ai un petit Ok. peu de bourse, mais je préfère quand même l'IMO. Pourquoi? Je suis une créative. J'adore transformer un lieu. Ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. Et je préfère les choses concrètes. Tu vois, quand j'achète un bien immobilier, c'est concret, il est là. Alors qu'en bourse, je le vois, hein, j'ai acheté plein d'actions et pourtant des actions à dividendes. Hein. Ça te parle moins. Ça me parle moins. Toi, tu arrives dans la phase 3 que tu évoquais tout à Je l'heure. suis dans la phase 3 depuis peut-être 2 ans. Ouais. Ok. Ouais, 2 ans, 3 ans. En quoi ça consiste? La phase 3, c'est la phase dans laquelle tu as suffisamment de capital dans tes actifs que tu peux déboucler pour réallouer ton capital vers d'autres types d'investissements et vers même d'autres types d'activités. Quand tu arrives en phase 3, quand tu as terminé tous tes investissements, en général, c'est bien d'arriver à entre 3 et 5 millions. C'est pas la peine d'avoir plus d'IMO parce qu'après, c'est du travail, c'est une vraie société, c'est une foncière. D'accord, donc il y a un niveau d'emmerde ou de gestion Ouais, c'est ça. qui après vaut peut-être moins le coup. En général, c'est vrai que j'ai rencontré des entrepreneurs qui ont jusqu'à 10 millions d'IMO, mais là, c'est une vraie entreprise. Quoi. C'est autre chose. Leur taf. C'est une foncière, ouais. Mais donc moi, je conseille d'aller jusqu'à 3, 4, 5 millions et de commencer à déboucler. Tu vois, de lâcher, je vois, c'est un peu comme une montgolfière. Tu vois, tu montes, puis après, tu lâches un peu des ballons. Des petits biens. Tu lâches des petits biens et tu montes plus haut. Et donc, moi, j'en suis à cette phase où je fais l'entrepreneuriat, j'ai diversifié mes investissements. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus d'intérêt à investir en France. J'ai déjà assez d'immobilier en France. Okay. Je commence à partir à l'étranger. Je fais de l'immobilier de luxe à l'étranger. Tu vois, j'ai commencé par l'Espagne, à Marbella. Et j'ai envie d'aller dans d'autres villes ou d'autres secteurs. Et quoi d'autre? J'ai un projet de lancer des marques aussi. Okay. Tu vois, c'est vraiment la phase où tu t'amuses, t'es libre. Tu te fais kiffer. Tu fais tout ce que tu veux. Le capital est là. Tu vois, quand on commence dans la vie, on aimerait faire tellement de choses et on peut pas parce qu'on n'a pas l'argent. Mais justement, l'immobilier permet d'avoir ce confort financier et matériel, de pouvoir réaliser tous tes rêves parce que tu as le capital. Donc, par exemple, lancer des marques, etc. Comment tu pourrais utiliser ce capital? Enfin, ça ressemblerait à quoi, tu vois? Typiquement, par exemple, un de mes projets, donc j'ai des projets de lancer, par exemple, une marque en prêt-à-porter, une marque de bijoux. C'est hyper cher de lancer une marque de prêt-à-porter. Il faut du capital. Ouais. Hop, je vends un bien, j'alloue par exemple 100 000 euros pour ce projet et bim. Moi, je ne suis pas encore. Là, je suis d'abord dans ma phase encore, j'adore l'immobilier. Ouais, je suis dans ma phase, j'ai plutôt maintenant des projets de faire des villas, de faire l'immobilier de luxe. En fait, ça assouvit mon besoin de créativité, de beauté et de faire le bien aussi, parce que quand tu fais un beau bien, tu vois, quand tu transformes un taudis en un beau bien qui vont rendre des gens heureux, c'est hyper gratifiant. Pour qui c'est fait et pour qui c'est pas fait, selon toi, cette stratégie, l'immobilier, tout ce que tu décris depuis tout à l'heure? Alors, pour qui c'est fait et pour qui c'est pas fait, en effet. Est-ce que tu as des profils qui s'y plaisent particulièrement, d'autres où c'est plus dur, dans les gens que tu as pu voir autour de toi, les gens que tu as accompagnés? Il faut avoir un esprit entrepreneurial quand même. Il faut avoir un esprit entrepreneurial. Après, j'ai remarqué, pour les entrepreneurs qui sont à fond sur leur business, ils ont moins de temps et d'énergie pour faire de l'immobilier.
Donc pour ces profils-là, je ne conseille pas forcément ma stratégie parce que tu vois, tout ce que je te dis, c'est de l'entrepreneuriat. Quand tu deviens marchand de biens, au début, tu fais de l'immobilier patrimonial, mais au bout d'un moment, ça te prend de plus en plus de temps, surtout quand tu passes à une phase dynamique où tu achètes et tu revends. Ouais, il faut aimer. Il faut aimer et pas trop être occupé en parallèle, sachant que l'immobilier et l'entrepreneuriat sont complémentaires. L'immobilier, c'est le capital à moyen et long terme. L'entrepreneuriat, c'est le cash flow. À court terme. Instant. Et les deux doivent se nourrir. Combien de temps ça prend de gérer un parc comme le tien ou de s'y mettre de manière générale? Ça dépend du parc que tu as. Ceux, par exemple, qui ont des immeubles de rapport, c'est énorme. La charge de travail est énorme. C'est très, 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 très compliqué. Je t'ai dit, j'en connais qui, malheureusement, ont fini en burn-out, etc. Ouais. C'est très compliqué. Mais moi, je vois, par exemple, je t'ai dit, j'ai un de mes immeubles. Avant-hier, j'ai reçu un appel parce que un de mes locataires se fait harceler par une voisine qui squatte une place de stationnement devant le garage de mon immeuble et qui se venge auprès du locataire parce qu'une fois il s'est garé là, du coup elle a jeté des excréments de chiens sur les escaliers, enfin tu vois. Ouais. Des trucs où t'as pas que ça à foutre. T'as pas que ça à foutre, ouais. Exactement. En gros. Voilà. Et sinon, quand t'es sur un parc comme le mien, t'as quasiment pas de gestion. Je t'ai dit, moi il y a des apparts que j'ai complètement oubliés. Ok. T'as quasiment pas de gestion. Après, j'ai aussi une gestion dynamique, parce que j'ai des apparts que je loue en longue durée, mais j'en ai aussi que je loue en moyenne durée. Donc, les gens viennent, tu vois, entre 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, il y a quand même de la rotation. Mais j'ai recruté une assistante. Ça prend... C'est surtout l'admin qui prend du temps. Okay. C'est surtout l'admin, ouais. Mais quand tu t'organises, tu prends un assistant, une assistante, ça va. On va dire que pour l'instant, je dois être... Ça dépense peut-être 2 heures par semaine. Ok. Ouais, peut-être 2 heures par semaine, ouais. En fait, il faut déléguer. Et ça, je l'explique aussi dans mon livre. J'explique, c'est en phase 3 dans mon livre, comment on fait une fois qu'on a son parc pour tout déléguer et gérer son parc comme une entreprise pour éviter d'être débordé. Et du coup, quel est le ressenti, on va dire, de charge mentale aussi? Parce que ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ça peut aussi prendre plus ou moins d'espace dans la tête. Ouais. Sur ce genre d'activité-là. Ça dépend des biens que tu as. Moi, c'est quasiment passif. Je touche du bois, hein. J'ai pas de problème dans mes biens, tu vois, je te dis cet immeuble-là. Mais mes biens de luxe dans Paris, j'ai pas de problème. Et tout tourne. Après, il y a des sujets d'admin, mais non, ça se passe très très bien. Et pour les gens occupés, les gens qui ont déjà une vie professionnelle très occupée, je leur conseille d'aller plutôt vers ce type de stratégie, sachant qu'on peut avoir du cash flow. Je dirais, même moi, j'ai du cash flow. Je te dis, on n'en vit pas. Mais parce que je fais du haut de gamme, je suis vraiment sur un segment. Et en plus, les locataires te remercient. Tu vois, par exemple, j'ai loué pendant 1 an un appart avenue Montaigne. Je sais pas si tu connais, c'est une rue hyper luxe dans Paris, à côté des Champs-Élysées. Ouais. Je l'ai loué pendant 1 an à 4 000 €. Ce qui est très cher, mais l'appart est incroyable. Il est très, très beau. Et à la fin, le locataire m'a remercié. Elle m'a dit qu'elle était hyper heureuse. Voilà. Donc, c'est passif. Les locataires, t'as des bons locataires, ils te remercient. C'était aussi sur les bons secteurs, les bons trucs, j'imagine, qui réduisent un peu les emmerdes, quoi. Exactement, t'as pas de problème. Tu vois, j'ai eu un impayé dans ma vie d'investisseur. Je loue depuis 2014. C'est dans l'immeuble. Ok. Mais... tout est safe quand on fait bien les choses. Il y a la garantie loyer impayé, etc. Tout est carré quand on fait bien les choses. Donc ça, c'est la garantie qui paye à la place du locataire, quoi. Mais qui s'occupe des formalités juridiques pour l'expulser. Il y a le dispositif Visal, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais, j'ai ça. Moi, c'est bien. Ok, trop bien. Tu parlais tout à l'heure aussi du cas des gens qui veulent investir, des entrepreneurs. Ouais. C'est mon cas. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de faire de l'immobilier quand on a une boîte? Ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier a 2 fonctions différentes. Première fonction, générer du capital long terme. Deuxième fonction, générer un revenu complémentaire. Ouais. Quand on est entrepreneur, on a dit on a déjà son entreprise qui génère le cash flow à court terme. Donc on n'a pas besoin de générer un cash flow supplémentaire. Ouais. On est d'accord? Ouais. Aucun intérêt. Ouais. Donc, il faut partir sur de l'immobilier simple, à portée, mais de qualité, et qui génère des plus-values, comme moi, typiquement, ce que je fais. J'attends pas après les 1 000 €, 500 € par mois pour vivre. Par contre, il y a du capital à long terme, à moyen terme, long terme. Ouais, d'accord. Ça, c'est la première chose.
Alors que quand on est profession libérale ou salarié et qu'on veut vraiment se libérer du temps, on veut vivre, on veut avoir un vrai complément de revenu, là on fait autre chose, on fait de la coloc, du Airbnb, enfin tu vois, tous ces modes d'exploitation qui demandent du temps, qui génèrent du revenu, mais qui demandent du temps. Et aussi quand on est entrepreneur, je le remarque parce que j'accompagne aussi des entrepreneurs, il y a ceux qui sont prêts à devenir marchands de biens tout de suite, et ceux qui veulent juste de l'immobilier pour le capital sur le long terme. Et donc, pour ceux qui veulent faire du marchand de biens, qui veulent faire de l'achat-revente, c'est tout à fait compatible. Il faut juste bien comprendre et développer toutes les compétences et s'y mettre. C'est une entreprise. Le marchand de biens, l'achat-revente, c'est l'entrepreneuriat. Donc, quand on veut faire de l'investissement immobilier pour gagner de l'argent et qu'on est entrepreneur, on devient marchand de biens. On devient marchand de biens, mais du coup, on remplace son... Non, c'est à côté. C'est à côté, ouais. Mais c'est du temps, parce qu'il faut apprendre à connaître son secteur. Tu vois, je vois par exemple là sur les réseaux, tu as beaucoup de marchands de biens qui font des publicités et qui disent oui, devenez marchand de biens, c'est facile. Non, c'est pas facile. Tu ne deviens pas marchand sur un coin de table. Il faut avoir l'expérience, c'est beaucoup de compétences. C'est un métier qui est accessible à tout le monde, parce que c'est un métier qui n'est pas réglementé, dans le sens où n'importe qui peut devenir marchand de biens du jour au lendemain. Mais par contre, les compétences, elles sont énormes. Il faut avoir des compétences juridiques, des compétences en travaux, en négociation. Il faut trouver les affaires. Il faut accepter la part de risque. Il faut quand même être bon en... Je parle de la part de risque parce que c'est quand même dangereux. Tu achètes un bien pour le vendre à plus de 20% dans 6 mois ou dans 3 mois. Il faut quand même avoir des compétences. Il y a quand même une part de risque. Et il faut être aussi bon en fiscalité. Il faut comprendre. Tu as différents régimes de fiscalité. Et surtout, le plus dur, c'est de trouver les affaires. Et on vous fait croire sur les réseaux que vous allez trouver des affaires comme ça facilement. Non, il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain, il faut toquer aux portes, il faut se développer un réseau. Par contre, oui, une fois que vous avez appris à connaître votre secteur, vous avez développé votre réseau, oui, ça peut venir. Mais avant ça, il y a tout un travail en amont de terrain. Ouais, comme souvent dans la vie. Exactement. Tu vois, comme moi, par exemple, là, j'investis à Paris depuis toujours. Là, aujourd'hui, ça fait peut-être 2 ans que je n'ai pas cherché d'appart à Paris, parce que j'investis plus à Paris. Mais je connais plus le marché. Je suis incapable de dire. Il faut surveiller ton marché en permanence. Sur le qui-vive. Ouais. Donc, partir de l'objectif, est-ce que c'est générer un cash flow court terme ou plutôt une logique patrimoniale en fonction choisir la bonne stratégie. Donc, cash flow court terme, peut-être qu'il y a des trucs à faire sur des... Tu parlais de colocation, de trucs comme ça. Enfin, il y a des dispositifs. Et si c'est long terme, plutôt... là, tu parlais de marchand de biens, du coup. Ouais. Et j'ai autre chose à dire aussi, c'est que pour les entrepreneurs qui veulent faire baisser leur fiscalité, la fiscalité de leur société exploitante, et qui génèrent du CA... un des montages à faire, c'est de créer une holding, si elle n'est pas déjà existante, créer une holding qui va détenir et la société qui génère du bénéfice, la société exploitante, opérationnelle, et en face, une société qui détient de l'immobilier. Pourquoi ? Le but, ça va être d'absorber les bénéfices de la société exploitante par le déficit généré par l'immobilier. L'immobilier. Il y a des conditions à remplir, etc. Et de manière à ce que la fiscalité, elle se fasse au niveau de la holding. Et ça, c'est puissant pour gommer la fiscalité. Donc, par exemple... Je prends un exemple au hasard, 100 000 euros de résultats sur la société opérationnelle. Une holding qui détient ça, qui détient aussi une société immobilière, enfin SCI. Et on va emprunter, par exemple, on va mettre en déficit la SCI, elle va emprunter 100 000, avec un apport, du coup, j'imagine, de 10 000 qui viendrait de je sais pas où. Et du coup, ça met à zéro le... Oui, en fait, en gros, par exemple, tu fais 100 000 sur ta société exploitante, et en face, tu as 100 000 euros de déficit, parce que tu as fait tellement de travaux, et puis aussi, il y a les amortissements. Tu as moins 100 000, tout remonte à la holding, 0. 100 000 moins 100 000 égale 0. Ok. Donc, plus d'impôts sur les sociétés. Exactement. Après, je dis, il y a des conditions à remplir, des pourcentages de détention, régime Murphy, etc. Il faut consulter votre fiscaliste pour mettre en place le montage. Évidemment. Ah oui, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Exactement. À consulter. Mais ça, c'est intéressant quand on est entrepreneur. C'est quoi les choses que tu aurais aimé savoir avant de faire ta première opération immobilière que tu sais maintenant ? Très, très bonne question. J'aurais aimé savoir que l'argent se fait à la revente et que l'immobilier est cyclique. Et que quand on investit dans une phase baissière,
c'est là qu'il faut mettre les ballons à fond et c'est là qu'il faut investir à fond. Parce que quand je vois les plus-values que j'ai générées entre 2012, mes premières visites, je les avais fait en 2011. J'ai fini par acheter en 2012. Quand je vois les plus-values que j'ai faites entre 2012 et 2020, j'ai fait des x2. Si j'avais compris, si j'avais su déjà à l'époque comment fonctionnent les cycles immobiliers, moi j'aurais fait x10. Ouais. Mais maintenant vous le savez. Et maintenant il n'y a pas d'excuse. Si là, on supprimait tous tes contenus, on supprime ton livre, on supprime tout ce que tu as créé et que tu avais juste 20 secondes pour résumer la pépite de ta connaissance à quelqu'un qui veut se mettre à l'immobilier, ce serait quoi la punchline de fin? La punchline. Ou le conseil? Le conseil, ouais. Ou juste l'idée, en fait, que tu aimerais partager? Ah si, moi j'ai une phrase que c'est une notaire qui l'avait partagée, une notaire que j'avais eue en ligne. Et elle m'avait dit « Ceux qui réussissent leur vie sont ceux qui ont de l'immobilier. » Simple. Simple. C'est tellement puissant. Parce que cette phrase, elle résume exactement toute la puissance de l'immobilier. L'immobilier, c'est pas que de l'argent. L'immobilier, c'est de la tranquillité, c'est des options, c'est de la liberté, c'est de la sérénité et c'est de la sécurité. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, toi, d'en avoir? Tout. Ça a tout changé. Avoir de l'immobilier, ça m'a permis d'avoir le choix. Ça m'a permis d'être... Alors, c'est un peu bizarre de dire ça en ligne parce que tout est relatif, mais ça m'a permis de me sentir riche. Mais je parle pas que de la richesse matérielle. Je parle de la richesse où, en fait, tu as cette capacité de réaliser tous tes rêves. Tu as la capacité de faire plaisir à tes proches, d'aider tes proches. Et tu as la capacité, surtout, de choisir ta vie, de choisir la vie que tu veux mener et de réaliser tous tes rêves. Merci Donc, Sonia. Merci à toi. Merci Baptiste. On espère que ça vous a plu. On mettra les liens vers le livre, du coup, vers ton livre en commentaire. C'était un plaisir d'échanger sur ce sujet. Laissez-nous des petits commentaires pour nous dire voilà, si vous avez des questions, tout ça. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao!